46% des Françaises et des Français doutent. Et donc la norme aujourd'hui n'est pas d'aimer son travail, c'est de l'endurer. T'as Socrate, Platon qui nous disait déjà « connais-toi toi-même ». La notion du rapport de force avec l'autre qui devient de plus en plus normalisée. Tu considères que cette quête du travail et de travailler dans l'interdépendance et de se rendre utile et de finalement trouver une forme de reconnaissance aide à éviter tous les extrêmes et toute l'ambiance en fait, dans laquelle on se retrouve aujourd'hui? À 100%. Le problème, il n'est pas de se poser des questions, le problème, il est de ne jamais y répondre. Avez-vous déjà songé à changer de métier ? Tout plaquer pour tout recommencer, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Non, car en France, plus d'un tiers des Français veulent changer de travail, mais ont peur de se tromper. Et cela est majoritairement représenté par vous, mes chers trentenaires. Alors qui de mieux que Ludovic de Gromard, cofondateur de Chance, pour parler de réorientation professionnelle. Lui qui a à cœur de permettre aux Françaises et Français de ne plus subir leur journée mais de l'apprécier. Alors comprendre comment est-ce que l'on trouve sa voie, comment est-ce que l'on fait confiance à ses envies, quelles sont les méthodes de Chance et comment cela impacte notre société, ce sont tous les sujets que l'on va balayer avec Ludovic aujourd'hui. Vous allez voir qu'être épanoui dans son métier dépasse largement les frontières individuelles. Se sentir utile et trouver de la reconnaissance dans son travail pourrait même éviter des opinions extrêmes. Car Ludovic le dit lui-même, pour prendre le pouls d'une société, il faudrait commencer par le prendre au travail. Bref, je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une merveilleuse écoute. Non mais moi je me fais refaire les seins direct. 30 ans, c'est vieux ou pas? À notre trentaine. Je pense que j'aurais pu faire The Voice. Non, la famille c'est important. Je suis mariée, j'avais 21 ans. C'était pas du tout le même genre de jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue sur 30 ans sinon rien. Aujourd'hui, je reçois Ludovic de Gromard, cofondateur de Chance. Ludovic, bonjour et bienvenue. Bonjour Juliette. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va se parler de réorientation professionnelle, puisque Chance, c'est un bilan de compétences en ligne. On va se parler du constat d'abord. Pourquoi est-ce que les trentenaires ont autant besoin de changer de vie, changer de métier? Et puis ensuite, tu vas nous donner les clés, à savoir comment. Il y a beaucoup de choses, notamment l'amour pro, l'utilité, toutes ces choses-là. J'ai peut-être un premier point, c'est que tu me disais juste avant notre interview qu'à peu près 50% des gens qui souscrivent à Chance ont moins de 36 ans. Pourquoi est-ce que particulièrement ça concerne autant de gens ? Tu sais, a posteriori du Covid, on a vu un questionnement presque existentiel dans l'ensemble de la population par rapport à qu'est-ce que je fais quand tu vois que tu es confiné et qu'il y a des infirmiers, il y a des gens qui font des métiers qui sont vitaux pour la société. Il y a eu une vague de questionnement. Ouais. Et on a pensé, moi le premier, que c'était conjoncturel et que c'était ce questionnement a posteriori du Covid. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce questionnement, il n'est pas du tout conjoncturel et que ce désamour des Français et des Françaises pour leur travail est en fait devenu structurel. Il y a un chiffre, je pense, qui est intéressant, qui est sorti en janvier dans le baromètre de l'amour pro qu'on a réalisé Chance avec YouGov. Dont tu vas nous parler après, ouais. 46% des Françaises et des Français qui doutent de leur position professionnelle et qui voudraient changer en 2026. C'est énorme. Tu vois, c'est une personne quasiment sur deux. Ouais. Et donc, en fait, ce désamour qu'on pensait conjoncturel, il est en fait totalement structurel. Et donc, la norme, aujourd'hui, n'est pas d'aimer son travail, c'est de l'endurer. Et la nouvelle génération, et je dis nouvelle, en fait, à partir de 20 ans et a posteriori, s'inscrivent totalement et impulsent une nouvelle façon de regarder sa vie professionnelle en disant « je ne vais pas faire comme c'était le cas de mes parents ou de mes grands-parents, a fortiori les grands-parents, je pense, et puis, c'est-à-dire j'entre dans une boîte et puis petit à petit, je vais y faire toute ma carrière parce que voilà, j'entre chez Michelin et puis je terminerai chez Michelin et puis je vais progresser en devenant mon boss ou ma boss, puis en devenant le boss de ma boss et en fait en ayant une carrière tout à fait linéaire. Les plus jeunes aujourd'hui, au sens large des plus jeunes, mais a fortiori les trentenaires, sont dans un questionnement totalement différent
Et à mon avis, c'est plutôt une évolution positive pour la société. C'est vrai que c'est intéressant que tu parles de ça. C'était un des points dont je voulais aborder plus tard. Mais puisque tu en parles maintenant, j'avais justement un chiffre intéressant qui était que entre les 15-30 ans, 74% aimeraient télétravailler. Et il y a toute cette notion aussi d'environnement du travail. On voit que chez les jeunes, il y a beaucoup plus lors des entretiens qui peuvent passer de questions sur les horaires, le temps. Beaucoup aussi veulent travailler pour eux. Donc, tu as un rapport qui est un prisme complètement différent du rapport au travail chez les jeunes. Et j'ai même envie de dire versus nous, les trentenaires. Hein, puisque nous, on a grandi aussi en faisant des stages, des entreprises, des horaires fixes, un bureau fixe avec... pas du tout de télétravail ou très peu. Tout ça, ça change beaucoup. Il y a un terme que tu as employé dont j'aimerais parler, qui est l'amour pro. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'amour pro, tu vois, c'est ce sentiment. Tu vois, il y a très souvent, tu as une petite voix à côté de toi qui te dit en fait, qu'est-ce que tu fais là ? Le sentiment de ne pas être à sa place. Tu vois, le sentiment d'aller au boulot et se dire bon, bah, je le fais, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est pas si bien. Ouais. Ou le sentiment de dire en fait, ma place, elle devrait être là-bas. Mais je sais pas comment est-ce que j'irai. Ou bien, peut-être qu'elle est ailleurs, mais je sais pas comment m'y prendre pour aller là. Et le sentiment d'amour pro, tu vois, c'est ce sentiment d'être à sa place. Et comment tu y accèdes alors ? Méthodiquement. C'est-à-dire par rapport à ce que tu disais, juste avant, tu évoquais la notion du télétravail. Tu vois, il y a un questionnement sur le sens. Alors, ça, c'est une vague du sens. Je veux être utile. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le questionnement professionnel, il est complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de variables. Ouais. Tu parlais des horaires, c'est une variable. Ce que tu fais, c'est une autre variable. Qu'est-ce que tu sers, c'est encore une autre variable. Ton salaire, la localisation, c'est encore des variables. Donc en fait, c'est une équation très complexe. C'est pour ça que beaucoup de gens sont bloqués par la complexité, la difficulté seule de résoudre cette équation. Et donc, pour moi, c'est la complexité de l'équation qui fait que tout le monde aujourd'hui n'est pas en situation d'amour pro. Ouais, d'accord. C'est très intéressant. Et alors justement, comment est-ce que Chance t'apporte ces méthodes-là ? Je pense que le premier point, il est par rapport à la définition du sens. Je ne crois pas, et Chance ne croit pas, qu'il y a des jobs qui ont du sens et des jobs qui n'en ont pas. Tu vois, c'est la notion du bullshit job, qui est un bouquin qui est sorti il y a quelques années, qui a fait énormément de bruit. Je pense qu'elle est complètement simpliste. C'est-à-dire, ce qui a du sens pour Juliette n'est pas la même chose que ce qui a du sens pour Ludo. Et je vais essayer de le développer. On a établi un modèle de définition du travail, ou plus exactement de la définition de la relation d'un individu avec son travail, qui s'appelle le modèle SIPA. Ouais. En disant, un travail, ça va au-delà d'un secteur et un métier. C'est 4 piliers, C, I, P, A. C, c'est ta contribution. À quoi je suis utile, à qui je suis utile par mon travail. Ça peut être la planète, ça peut être la société, ça peut être des dizaines de personnes, ça peut être un certain public, ça peut être mes enfants, etc. Donc c'est extrinsèque, ce que tu sers par ton travail. Le I, c'est tes interactions. Donc, dans quel type d'interaction tu t'épanouis ? Managérial, tu as certains styles de manager avec tes collègues, avec tes clients, avec les personnes avec qui tu interagis au travail. Est-ce que c'est un environnement plus perfectionniste ou plus autonome, plus rapide ? C'est pas du tout la même chose. Donc, il est important de définir quels sont le type d'interaction qui te correspondent. Le P, ensuite, C-I-P. P, c'est ta vie perso. Et qui sont tes contraintes financières, géographiques et horaires. Combien est-ce qu'il faut que je gagne à minima pour pouvoir rembourser un emprunt que je viens de prendre, ou j'ai la charge de mes enfants ou de mes parents? Quel est le minimum que je dois avoir pour pouvoir tourner? Sachant que évidemment, tout ce que tu peux prendre au-dessus, tu prends. Mais t'as pas ce risque que tout le monde te dise « je veux être manager, je veux gagner beaucoup d'argent ». Justement, le travail, tu vois, d'abord, je veux être manager, je veux gagner beaucoup d'argent, je vais les prendre séparément, c'est en fait de 2 ordres différents. Je veux gagner beaucoup d'argent. Tout le monde préfère gagner plus que moins. La question, elle est, comment est-ce que l'argent n'est pas une prison pour toi ? C'est ce qu'on appelle le syndrome des menottes dorées, qui est, tu vois, quand tu commences, et ça dans les carrières linéaires, où tu deviens
ton ou ta bosse et puis le ou la bosse. Et en fait, tu essaies de grandir et tu es content par une carotte qui augmente comme ça. Et donc, tu t'oublies là-dedans. C'est que la question est, ta valeur n'est pas ton salaire. Ouais. Ce qui est important, c'est de savoir quel est ton seuil de liberté. Et à partir du moment où tu es au-dessus, tu es libre. Et ça, c'est hyper important. Je te prends l'industrie, par exemple, du conseil. Ouais. L'industrie du conseil, tu as des salaires qui augmentent par palier. Tenter que, c'est jusqu'à ce que tu arrives à la trentaine et un petit peu dans la trentaine, à des niveaux de salaire qui est que tu ne retrouveras jamais ce niveau de salaire ailleurs dans l'industrie. Ça s'appelle les menottes dorées. Ça veut dire que si tu dois aller ailleurs, mécaniquement, tu dois avoir un décrochage de salaire à court terme. Ouais. Et là, il faut que tu te libères de la question dont on parlait, de ces menottes dorées, en disant « Attends, mais j'ai pas besoin de gagner autant ou de gagner plus. La question, c'est j'ai besoin de gagner quoi ? Minimum. Ouais. Le reste, c'est du bonus. Mm. Tu vois ? Donc ça, c'est le thème de la vie perso, c'est le pilier P. Et tu as également des aspects géographiques et horaires. Est-ce que tu vois, tu as une contrainte parce que tu as des enfants, il faut que tu puisses avoir la flexibilité le mercredi de les récupérer à l'école. Et le dernier pilier, c'est le pilier A, CIPA, qui sont tes activités quotidiennes. C'est la mise en œuvre de tes compétences. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien très concrètement ? Et ça, c'est ta motivation intrinsèque. Et là, et je terminerai là-dessus, tu as 3 types de compétences. Tu as les compétences que tu sais faire et que tu aimes faire. Mm-hmm. Il y a ce que tu sais faire mais que tu n'aimes pas faire. Et il y a ce que tu sais pas encore faire mais que tu aimes faire. Il est très important de pouvoir identifier ces 3 parties-là dans la partie A. Une fois que tu as déterminé quel était ton profil SIPA, qui est le fruit d'un travail d'introspection, tu peux comprendre qu'est-ce qui pourrait avoir du sens pour toi. Et donc, c'est uniquement dans un deuxième temps que tu vas aller explorer des pistes professionnelles et voir si elles sont alignées avec ton SIPA. Et c'est là un travail qui a du sens pour Juliette, c'est un travail qui est aligné avec le SIPA de Juliette à un moment donné, qui est différent du SIPA de Ludo à ce même moment et qui est différent du SIPA de Juliette il y a 5 ans. Ouais. Donc, le sens est cette notion d'alignement avec ton SIPA et le sens, il est relatif à l'individu et au temps et c'est absolument pas une notion dans l'absolu. Et donc, l'amour pro, c'est la conséquence de cet alignement avec son SIPA. Ça me fait réfléchir à une question. Est-ce que tu recommanderais de faire plusieurs fois chance dans une vie ? Ou est-ce qu'une fois devrait suffire ? Tu vois, t'as Socrate, Platon qui nous disait déjà « connais-toi toi-même ». Donc, c'est pas nouveau, en fait, le fait de se connaître. Ouais. Je pense, tu vois, l'hygiène buccale, tous les gens dans l'histoire, ils ne se sont pas brossés les dents tous les matins. À un moment, c'est arrivé, on s'est dit, en fait, il faut se brosser les dents à minima une fois par jour, et de préférence plutôt 2 ou 3. Et c'est devenu une norme. Et je pense que, tu vois, on a démarré notre conversation sur cette notion de désamour. C'est complètement anormal. C'est-à-dire que nos petits-enfants, ils vont se dire, mais ils étaient complètement cinglés à cette époque que 50% des gens enduraient leur taf. Tu vois, c'est absurde. De la même façon que toi ou moi, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'à la génération de nos grands-parents, ils acceptaient la colonisation. Ou ils acceptaient, tu vois, l'apartheid. Ça nous paraît grotesque. Ou alors, il est inimaginable pour nous de penser qu'il y a des gens qui se brossaient jamais les dents parce qu'ils se disaient pas que c'était anormal d'avoir les dents noires et qu'elles tombaient. Et je pense que dans un certain temps, l'hygiène mentale professionnelle deviendra une norme complète. Oui, C'est-à-dire que ce sera totalement normal de se connaître. Oui. Et par rapport à ta question, je pense que le fait d'être au clair sur son SIPA, c'est la base. Ouais. C'est pas un luxe, c'est juste la base pour se connaître et savoir et pas faire n'importe quoi dans ses choix qui est pas dans son intérêt, pas dans l'intérêt de ses employeurs non plus, parce que si t'es pas aligné, tu vas pas dans le long terme. Ouais. Tu peux être performant ou performante à très court terme, mais tu le seras pas dans le moyen terme, ce qui est pas dans l'intérêt de tes employeurs. Et enfin, pour ton environnement direct, c'est-à-dire que si t'es désabusé dans ton job, ta vie perso derrière, t'es certainement pas la meilleure version de toi-même. Ouais, bien sûr. Oui. Donc personne n'a à y gagner. Donc cette connaissance de soi et de son SIPA, pour moi, c'est la base. C'est hyper intéressant, ça me fait écho à une phrase que m'a dite un jour mon beau-père quand j'ai commencé sur le marché du travail.
Il m'a dit, si tu aimes ce que tu fais, tu seras bonne dans ce que tu fais. Et je trouve, c'est une phrase qui m'est restée. Et donc, en fait, c'est déclencher une quête d'aimer ce que je fais. Donc, ça rejoint vraiment ce que tu dis qui est très intéressant. J'aimerais parler d'un autre point. Là, on a fait un petit peu le constat, comment atteindre cet amour pro et la méthode avec la méthode SIPA. Je remettrai tout le détail dans la description parce que c'est très intéressant. Tu as fait un post LinkedIn récemment que j'ai trouvé assez poignant et très intéressant, notamment avec l'actualité en ce moment, où tu dis que non, le travail n'est pas un rapport de force, il faut penser interdépendance. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? La notion du rapport de force, tu vois avec Trump en particulier, qui incarne ça au max depuis un an, tu as la revalorisation de la force, le rapport de force avec l'autre. Tu vois, tu as les gagnants et tu as les perdants. Tu as Trump, il faut aller gagner, il faut faire des deals, et dans un deal, c'est moi qui gagne et je t'écrase, et toi, tu es un loser, etc. Et en fait, ça paraît rien du tout avec un type aux États-Unis que, en France, en gros, personne n'aime, quoique. Ouais. C'est en train d'évoluer. Et en fait, petit à petit, tu vois ces idées entrer, et c'est la fenêtre d'Overton où tu vois ce qui était une idée radicale qui devient petit à petit acceptable, et puis petit à petit qui rentre et qui devient le centre de gravité de l'opinion publique qui évolue. Et donc, on voit petit à petit, là, dans l'année qui vient de passer, c'est très clair, la notion du rapport de force avec l'autre qui devient de plus en plus normalisée, y compris en France. Et ce qu'on essaie de prôner avec l'ensemble du collectif Chance, c'est un contre-récit. C'est le contraire de ça. C'est la force du rapport avec l'autre. Pas le rapport de force avec l'autre. C'est si tu as un rapport avec l'autre et une relation forte avec l'autre et les autres, ça peut avoir énormément de puissance. Et plutôt les autres, parce que c'est pas... donc ce rapport qui est un rapport de solidarité, on pourra en reparler sur en fait toute cette vision du collectif Chance qui est le contraire de moi. En plus, c'est vachement masculin. Moi, homme fort, je vais aller tout gagner tout seul parce que je suis un cacou, quoi. Donc c'est exactement le contraire. Et la notion d'interdépendance, elle vient de là, et moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je trouve que tu as eu une incantation, là, pour le coup, les dernières années, et dans le boulot par le freelancing, pas de manière intentionnelle, évidemment, de cette soif de liberté. Et tu vois, en fait, mon boss me fait chier, donc je vais aller, pardon pour mon vocabulaire, donc je vais aller être free. J'ai plus envie, je veux être mon ou ma propre boss. Je veux être libre de mes horaires. Je veux pouvoir travailler sur ce que je veux. Ok. C'est très chouette en soi, mais et derrière en se disant ça c'est la liberté. Mais en fait l'entrepreneuriat, le freelancing, c'est tu dépends de tes clients. T'es pas seul, t'es pas moins interdépendant, et c'est très difficile en fait. Et tu le sais, Juliette, toi-même, tu disais par rapport à ce que disait ton beau-père, aimer mais et tu seras bonne, pas du jour au lendemain, il faut travailler, il faut faire des efforts. Tu vas dépendre d'autres personnes, tu vas dépendre pour lancer un podcast, des invités qui viennent au début, tu vas dépendre de tes partenaires, tu vas dépendre des gens qui te donnent un coup de main, tu vas dépendre de financement, tu vas dépendre de ton ou ta banquière qui va te faire un prêt. T'es jamais seul. C'est complètement chimérique de croire que t'es seul, donc on est complètement interdépendants les uns des autres. Il faut l'embrasser et l'accepter. Et c'est beau l'interdépendance. Est-ce que tu rejoins la notion d'entraide aussi Totalement. Totalement, tu vois. Parce que tu parlais aussi d'utilité, et ça c'est ce que tu m'avais dit au téléphone quand on avait préparé cette interview. Tu parlais d'utilité, de se rendre utile, et donc je pense aussi à la notion d'entraide, et qui évite aux gens de tomber dans une forme de marginalisation et d'un extrémisme en fait qu'on ressent aussi beaucoup. Est-ce que toi, de ce que je comprends, c'est que tu considères que cette quête du travail et de travailler dans l'interdépendance et de se rendre utile et de finalement trouver une forme de reconnaissance aide à éviter tous les extrêmes et toute l'ambiance en fait dans laquelle on se retrouve aujourd'hui? À 100%. Je pense que si tu regardes à un niveau sociétal, le désamour dont on parlait, il entraîne une insatisfaction professionnelle profonde. On revient à 46% sont derrière insatisfaction professionnelle. Qui dit insatisfaction professionnelle dit insatisfaction dans la vie.
Tu peux pas être satisfait dans ta vie si tu es profondément insatisfait professionnellement. Tu es d'accord avec moi? Oui, complètement. Ouais. De l'insatisfaction dans la vie entraîne un ressentiment. Donc, tu vois, une frustration profonde entraîne un ressentiment. Et avant, je te dirais un sentiment d'injustice mélangé avec un ressentiment. Et donc, derrière, une recherche de bouc émissaire. Recherche de bouc émissaire, c'est quoi? C'est le système, c'est l'autre, c'est l'immigré, c'est les femmes, c'est je sais pas quoi. C'est les patrons, et en fait, et donc, mécaniquement, et Ipsos le prouve, tu as une corrélation entre le ressentiment et un vote que je te laisse deviner. D'accord. Et donc, quand tu vois ça, ce sentiment de mal-être qui s'exprime par des votes, qui sont beaucoup des votes de rejet, où on recherche qui est le responsable. Et c'est beaucoup plus facile de considérer que le responsable, c'est l'autre, et de mettre une tête sur le responsable ou les responsables. Parce que ça permet du coup de s'énerver et d'expulser toute sa frustration vers des cibles. Voilà. Et ça, c'est catastrophique. Et je pense que dans le débat public, dans les médias, aujourd'hui dans les conversations politiques, on passe à côté de ce sujet. C'est en fait le désalignement profond des Françaises et des Français. Enfin, on passe la majorité de notre temps éveillé au taf. Ouais. Donc si on veut avoir le pouls d'une société, avoir le pouls de leur relation au taf, c'est complètement clé. Mais comment t'expliques on parlait des générations précédentes qui avaient justement une carrière souvent dans la même boîte, quelque chose de très linéaire, très tracé, sans pour autant que ce soit forcément des gens très épanouis. On ressentait une forme de stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de se poser beaucoup de questions, d'aller chercher, justement, tu parlais de la méthode SIPA, est-ce qu'on n'a pas un risque que les gens se posent plein de questions et finalement se retrouvent complètement perdus? Ta question est super intéressante. Je pense que le problème, il n'est pas de se poser des questions. Le problème, il est de ne jamais y répondre. En fait, les questions, est-ce qu'il y a des réponses absolues et définitives à toutes les questions que chacun et chacune se pose par rapport à sa vie pro? Non, et c'est ce qu'on disait, en fait, on évolue, on est des êtres vivants, on rencontre des gens, nos vies changent, il y a des belles nouvelles, des accidents de vie, etc. Donc, la question, elle est d'avoir suffisamment de compréhension de notre situation, donc suffisamment d'éléments de réponse aux questions qu'on a pour aller trouver des compromis. Tu vois ce dont je te parlais tout à l'heure, l'amour pro, c'est pas... Et tu peux faire le parallèle par rapport à l'amour, qui est par exemple, dans le cadre du couple, l'amour ne se résume pas à un couple, mais si tu prends l'exemple du couple, c'est un compromis. Ce sentiment d'être avec la bonne personne, c'est pas parfait tous les jours. Ouais. Simplement, tu sens que c'est la bonne place. Et c'est ça, en fait, la question de l'amour pro, c'est avoir suffisamment de conscience et de confiance dans ce compromis et dans la place qu'on occupe à un moment donné. Et ça, parler de liberté, c'est hyper libérant. C'est ça, la vraie liberté, je pense. C'est très intéressant. Ça me donne envie de te poser plein de questions, mais on risque de divaguer sur plein d'autres choses. Donc, je vais rester quand même focus. Je pense aux gens qui t'écoutent et qui se disent « Ah, mais c'est vrai que moi, je suis pas très épanouie dans mon travail, etc. » qui feront peut-être l'exercice de cette méthode SIPA. Est-ce que tu aurais 2-3 clés, peut-être 2-3 questions à se poser, très simples au départ, peut-être avant de se dire « Bon, je vais entamer cette démarche chance ». Par exemple, donc, peut-être un conseil, c'est de commencer à réfléchir à son SIPA. Et tu peux y réfléchir seul. Et il y a, sur le site de Chance, tu as un test de l'amour pro qui permet en une dizaine de minutes de commencer à jouer avec cette notion, qui est un premier petit pas pour commencer à se questionner. Tu vois, par exemple, sur le sujet qui est très fort, tendanciellement encore plus fort chez les trentenaires par rapport aux quarantenaires, aux cinquantenaires, qui est sur le pilier C, et qui est l'utilité. Et tu vois, peut-être un petit exercice qu'on peut faire, c'est se dire, il y a 4 niveaux d'utilité. Il y a le niveau 1, il est l'utilité pour 2-3 personnes. Le niveau 2, il est l'utilité pour des dizaines de personnes. Le niveau 3, tu vois, c'est l'utilité des managers. Niveau 3, il est sur l'utilité vis-à-vis de la société.
le niveau 4, l'utilité vis-à-vis de la planète. Ça, c'est les questions que je peux me poser moi, par exemple, sur mes degrés d'utilité que je veux avoir. La question que tu peux te poser, c'est de dire, Juliette, imagine, tu te souviens des boules de loto ? Ouais. Je suis plus vieux que toi, donc tu vois, qui ressemblent à des boules de billard pour les plus jeunes, quoi. Je pense à ça. T'en as 10. Ouais. T'as tes 4 niveaux d'utilité. Dans un monde idéal, tu veux tout faire et tout optimiser. C'est pas possible. Il faut hiérarchiser. Donc, si t'as tes 10 boules, tu veux les positionner où ? Par ordre d'importance. Tu vois, est-ce que tu mets 6 boules sur la planète et 4 boules sur la société ? Est-ce que tu en mets 3 ou 2 sur la planète et 0 sur la société et 8 sur les dizaines de personnes ? Tu vois ? Et faire cet exercice, tu vois, qu'est-ce que tu dirais toi, Juliette ? C'est intéressant parce que je l'ai fait, donc pour info, le bilan de compétences chance, je l'ai fait, ce qui nous amène ici aujourd'hui d'ailleurs. Donc la boucle est bouclée, tu vois, c'est intéressant de te recevoir pour ça aussi. Je me posais la question dans une situation où on est un peu dans désarroi, où on est perdu, où on peut être vraiment pas épanoui, mais même, j'ai envie de dire, alors ça n'a pas été mon cas, mais tu peux avoir des gens en burn-out, etc. Ta réponse peut être influencée parce que du coup, tu as envie de mettre toutes les boules sur toi et te concentrer sur toi. Mais peut-être qu'à terme, en fait, ce qui t'intéresse, et tu vois, c'est mon cas, c'est que moi, j'aime m'instruire et instruire. J'aime la pédagogie et j'aime la véhiculer, j'aime tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup discuter et avoir toutes ces conversations très enrichissantes. Mais je t'aurais peut-être pas donné la même réponse il y a 3 ans. Tout à fait. Et tu vois, ce dont tu parles, c'est intéressant, c'est à la fois le pilier C et le pilier A. Puisque le C, il est à l'extérieur de toi, donc c'est instruire. Et le pilier A, il est dans m'instruire. Et m'instruire, ça serait ce que tu aimes faire et ce dans quoi tu es bonne. Ouais. Tu vois, et c'est à 2 niveaux différents. C'est très intéressant de distinguer ces 2 niveaux. C'est ça, le fait de procéder méthodiquement par toutes ces variables pour décomplexifier à quelque chose qui peut paraître, tu vois, complètement trop grand et trop gros. Et donc, tu procrastines et tu rejettes et tu dis, ouais, c'est pas grave, je vais aller boire des coups au lieu. Mais surtout, alors, du coup, pour parler de mon expérience qui est très intéressante dans la démarche chance, et c'est ma question d'après, c'est comment est-ce que ça fonctionne, combien de temps ça dure. Mais c'est aussi progressif. Donc, c'est-à-dire que je trouve, pour les gens qui hésitent, je trouve qu'on entre dans ce parcours sans trop savoir, ce qui est d'ailleurs pas plus mal. Et on ressort avec, parfois, on se prend un peu une claque dans la tronche, parce qu'on se dit « Ah, mais en fait, c'était sous mes yeux et je l'ai pas vu ». Ça, c'est aussi très intéressant. Donc, comment se passe le parcours chance ? Par où on démarre ? Combien de temps ça dure ? Parce que c'est quand même aussi très clé en main comme parcours, par rapport aux autres d'ailleurs, sans faire de la concurrence, tu vois, appuyer sur la tête des autres parcours. Mais je trouve qu'il y a quelque chose avec un coach, c'est très digitalisé, c'est assez moderne. Et Juliette, toi, tu as fait le parcours en quelle année ? Je l'ai fait il y a 2 ans et demi peut-être. 2 ans et demi. Ouais. Et ça a pas mal évolué depuis, où aujourd'hui, on est à la 10e version. Tu vois, donc il y a 20 millions de R&D qui ont été investis dans les 11 dernières années. D'accord. Pour aboutir désormais à la dernière version qui est sortie en août 2025. Tu as 2 phases. Tu as une phase de définition qui est sous la forme d'un bilan de compétences et qui est aujourd'hui éligible au CPF, donc pour les individus qui peuvent du coup cofinancer avec le CPF très largement leur parcours, et une phase d'atteinte. Donc la phase de définition, la phase de bilan, elle dure entre 3 et 4 mois. En tout, c'est 24 heures avec un rythme hybride où tu fais 2 heures d'activité seule sur la plateforme, quand tu veux. Et puis ensuite, ça vient nourrir le ou la coach pro choisi sur la base de ta personnalité pendant 1 heure, qui intervient en Zoom sur ce que tu peux pas faire seul, au contraire, avec une machine ou avec de l'IA. Puis ensuite, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure. Pendant une phase de 24 heures sur 3 mois.
J'ai une petite question, pardon, je te coupe, mais quand tu dis que la coach est choisie sur la base de ta personnalité, Oui. Comment ça se passe exactement? Parce que c'est vrai que pour les gens qui ont fait chance, souvent sont très contents de leur coach. Alors, on a fait plein de tests différents, parce que pour te dire de manière très transparente, il y a beaucoup de questionnements sur comment est-ce que tu choisis le ou la bonne coach pour la bonne personne. Et on a fait énormément de tests grâce à ce qu'on comprend de qui tu es au démarrage. D'accord. Au démarrage, donc dans les premières activités que tu fais seul. Et on a essayé avec plein de variables, et on a même fait des tests aléatoires pour voir comment ça fonctionnait, etc. Et on est en permanence en train d'essayer d'améliorer. Aujourd'hui, tu as 91% des personnes qui sont satisfaites de leur coach. Et quand c'est pas le bon coach pour toi, tu peux tout à fait changer de coach. Voilà comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a 300 coachs partenaires qui sont des coachs professionnels, certifiés, minimum 10 ans d'expérience pro, 2 ans d'expérience minimum en tant que coach professionnel, et qui sont formés à la méthode Chance. Et ensuite, on suit la performance des coachs avec la data au fur et à mesure du travail réalisé avec, aujourd'hui, tu vois, 40 000 personnes accompagnées. Donc, c'est un processus d'amélioration continue. Donc, je te parlais des 2 ingrédients qui sont... là, tu vois les activités indépendantes sur la plateforme qu'on appelle Echo et qui est en train de s'améliorer fortement aujourd'hui avec l'IA qui donne des potentialités incroyables et une puissance de calcul qui est infiniment supérieure à ce qu'un coach seul peut faire. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans la complémentarité. Et le 3e sujet, c'est les connexions avec le collectif qui s'est énormément développé ces 2 dernières années en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est? Si je te dis, si j'essaie d'être un peu provoque, je pense, et on pense chez Chance, qu'un bilan seul sert à rien. Ouais. Pourquoi? Premièrement, parce que si tu n'as pas crash-testé ton projet, ou quand tu es dans ta réflexion SIPA, tu risques de construire avec des personnes qui vivent vraiment ce que tu es en train de creuser. Ton ou ta coach ne connaît pas tous les possibilités pour chacun des piliers, puisqu'il ou elle n'est pas omniscient. L'intelligence artificielle peut te permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments que c'était possible il y a 2 ans. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois, tu veux commencer un podcast à côté de ton job. Si tu discutes pas avec quelqu'un comme Juliette, c'est pas l'intelligence artificielle ou ton coach qui va te répondre à ça. Donc, c'est fondamental, sinon tu risques de prendre une mauvaise voie. Premier point. Donc là, il y a un besoin de se connecter, d'avoir une connexion, de réaliser une rencontre avec quelqu'un qui va te partager son vécu. Ouais. Ça, c'est le premier point. Je vais te dire après comment ça se passe. Et ça, c'est dans ta phase de définition pendant les 24 heures. Et le 2e point, c'est que si tu as fait une bonne définition, si tant est que tu aies pu faire les bonnes connexions, plus ton coach ou ta coach, plus toute l'activité avec la technologie, si derrière tu connais pas les bonnes personnes pour t'ouvrir les bonnes portes, a fortiori si tu as un parcours non linéaire parce que tu vas faire quelque chose de différent de ce que tu faisais avant, alors tu es bloqué et ça te fait un PDF et ça te fait une belle jambe et tu le mets dans un tiroir, ça sert à rien. Donc il faut avoir quelqu'un qui puisse t'ouvrir la bonne porte. Et c'est ça tout le sens du collectif Chance qu'on a fortement accéléré il y a maintenant un peu plus de 18 mois, presque 2 ans. D'accord, ouais. Il me semble qu'il y avait déjà ce collectif. Ça préexistait. Et en fait, ce qu'on a lancé, c'est une dynamique qu'on appelle 3 minutes pour les autres. Ah oui. Tu vois, qui fonctionne de manière très simple, qui est l'idée de dire, aujourd'hui, tu as 19 000 membres qui reçoivent tous les jeudis matins, dans leur email, une liste de 10 demandes de coups de pouce pro personnalisées sur la base de qui ils sont. Et ça te prend 3 minutes de swiper pour voir si tu vois que tu peux aider cette personne, soit en la renseignant, soit en lui ouvrant la bonne porte. Et toi aussi, tu reçois des messages ou d'autres si tu veux avoir de l'aide? Voilà. Donc, si tu es dans le premier cas ou le 2e cas, tu as un besoin. Donc, tu fais une demande de connexion et elle va être publiée auprès des personnes, le jeudi matin suivant, auprès des personnes les plus adéquates en fonction de tes besoins dans les 19 000 personnes. Et là, les autres reçoivent et peuvent cliquer, dire « je te passe un coup de fil » ou « je t'ouvre la bonne porte et je forward par WhatsApp ta demande à quelqu'un ». C'est tout. Okay. Et ça, en 18 mois, un peu plus de 18 mois, tu as 44 000 coups de pouce qui ont été donnés. Donc tu vois, ça explose et c'est ce qu'on appelait le micro-altruisme, qui est de la solidarité entre tous les membres. Et aujourd'hui, et c'est de l'entraide au sens où aujourd'hui, tu es celui ou celle qui aide
Et demain, tu seras celui ou celle qui demandera de l'aide ou inversement. Et c'est pas la même personne qui va t'aider, ça sera une autre. Et tu vois, c'est ça, cette philosophie de l'entraide, de la solidarité et de la force, de la force du rapport aux autres et de cette interdépendance dont on parlait. C'est ça la notion du collectif chance qui est en train d'accélérer, qui est totalement complémentaire et nécessaire, comme je te disais, par rapport à une approche méthodique de ta vie pro. C'est ça. D'accord. C'est un bilan, ça te prend quoi ? Ça te prend 4 mois, je crois, ou ça dure combien de temps ? La phase de définition, c'est 4 mois. Et ensuite, pour concrétiser, ça dépend de quel est ton projet. Tu vois, d'accord, si ça... Oui, vous lâchez pas les gens en route, c'est-à-dire vraiment, vous allez jusqu'à ce que la personne arrive au bout de son projet, quel qu'il soit. J'imagine que vous avez aussi des gens qui deviennent entrepreneurs, des gens qui vont complètement changer de secteur, de métier. J'imagine tu as toutes sortes. Et tu as en fait 3 cas de figure qui sont soit tu changes de métier, qui est une reconversion qui concerne 50% des personnes accompagnées sur les un peu plus de 40 000. Tu as 30% qui ne changent pas de métier, mais qui changent d'entreprise ou d'environnement de travail. Tu vois ? D'accord. Et 20% pour qui c'est un changement d'équilibre. C'est-à-dire, je ne change pas de métier, je ne change pas d'entreprise parce que j'ai identifié en évaluant mon CIPA que en fait j'étais à la meilleure place, mais j'ai des choses à faire évoluer par rapport à ma position professionnelle actuelle, qui sont peut-être des sujets de relations interpersonnelles avec mon ou ma manager, avec certains de mes collègues, où j'ai compris qu'en travaillant avec Chance que j'avais des points de blocage et où je fais évoluer mes missions et où je peux compléter mon job par une autre activité professionnelle potentiellement non rémunérée à côté, par un projet. Si tu démarres un podcast, au début, tu vas pas pouvoir gagner de l'argent avec ton podcast. Donc, tout à fait. Tu vois de quoi je parle? Oui, je crois que je vois de quoi tu parles. Toi, par rapport à ton parcours, lequel des changements t'as fait, du coup? Si on parle un petit peu de toi, on inverse les rôles, c'est moi qui pose les questions, tu vois. Moi, j'ai fait un changement très progressif, effectivement. C'est-à-dire que j'ai gardé mon job, j'ai commencé le podcast, et quand le podcast a commencé à avoir de l'ampleur et prendre plus de place, j'ai quitté mon job, et là, je me consacre à 100% au podcast. Et mon objectif, là, à terme, c'est d'aider les entreprises à développer leur podcast. Donc, tu es passé d'un changement d'équilibre à un changement de métier. Complètement, ouais. Et qui revient d'ailleurs aux bases, parce que j'ai fait une école de pub, de com, j'ai une licence audiovisuelle. Donc, tu vois, je reviens en fait à un métier, enfin, à mes études, en fait, à ce que j'aimais faire. Donc, et ton métier avant Chance, c'était quoi? C'était le marketing digital. Je travaillais dans la publicité, mais vraiment digital. Donc, j'ai travaillé en agence de marketing, tu vois, dans le programmatique, si on est très précis, et dans un GAFA. Donc, j'étais, tu vois, je voulais arriver là. Et puis, en fait, quand je suis arrivée là, je me suis dit, c'est pas tout à fait là que je voulais être, en fait. Et qu'est-ce que tu ressentais? Pour les auditeurs et les auditrices, on a échangé les rôles. En fait, maintenant, c'est moi le podcasteur. C'était mon rêve, mais j'ai jamais pu. Donc, et donc, Juliette, qu'est-ce que tu ressentais? En fait, pourquoi tu vois cette notion d'amour pro? En fait, qu'est-ce qui fait que tu t'es rapproché de Chance au début? Parce que je sentais qu'il y avait un décalage. Je sentais que j'étais pas à ma place. Et comment ça s'est exprimé, ça? Parce que je voyais bien que quand j'avais les data analystes qui me parlaient d'analyse de données, je m'en fichais complètement. Je voyais les gens autour de moi, parce que j'ai eu la chance d'être entourée de gens passionnés, passionnants, et je me rendais compte que ça m'intéressait pas du tout. Et je me suis dit, il y a quand même un problème. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était, et on se parle de programmatique, donc c'est les encarts publicitaires que tu as sur des sites internet. Donc c'est pas les pubs vidéo que tu vois à la télé ou au cinéma. Pas du tout sexy. Et moi, ça m'intéressait. Je me disais, j'aime bien regarder. Puis après, c'était l'échange, le collaboratif, d'apprendre des autres, d'échanger. Ça m'intéressait vachement. Et tout ça, c'est ressorti avec Chance, avec ma coach Victoria, à qui je passe le bonjour, avec qui j'ai adoré travailler et qui nous écoutera, j'espère aussi. Et donc voilà, donc tu vois, ça a été très progressif, très intéressant. Et je suis vraiment ressortie de là en fait, le podcast était devenu une évidence. Ce qui était complètement à côté était devenu une évidence. Génial. Voilà. Et donc là, ce dont tu parles, c'était les choses, si on parle du pilier A, c'était un travail par rapport aux compétences que tu aimais faire et que tu savais faire. Il y avait des choses que tu savais dans lesquelles tu étais bonne, mais que tu n'avais pas un plaisir particulier à les réaliser. Et puis des choses que tu aimais faire, mais que tu ne savais pas encore faire. Et maintenant, tu sais le faire. Exactement. Et je pense que tout le monde en est convaincu en t'écoutant, quoi. En tout cas, moi, oui, tu vois. C'est génial. Mais en tout cas, ça se travaille tous les jours et c'est un vrai plaisir de le faire.
Donc, je suis très contente. Et merci pour ça, parce que merci Chance, même si on n'est pas sur un épisode sponsorisé du tout, mais je le dis quand même, merci merci Chance. Merci à toi. Écoute, j'ai une dernière question, Ludovic. Peut-être, je remettrai tous les détails sur Chance, comment y souscrire, je remettrai le lien, plein de choses, les réseaux sociaux, etc. Tu parlais d'une référence tout à l'heure, tu parlais du livre Bullshit Job. J'ai peut-être une dernière question, si tu devais nous conseiller un livre ou quelqu'un ou quelque chose pour peut-être s'instruire et commencer par ça. Sur quoi ? Sur peut-être l'ouverture, tu vois, comment est-ce qu'on peut se retrouver. Tu as beaucoup de livres un peu bullshit, justement, sur soit se retrouver, être performant, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose ? Oui. Et ça ne sera pas un livre de développement personnel. Merci, ouais, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et tu vois, et d'ailleurs, on dit chez Chance, le développement personnel est mort, vive le développement altruiste. Ouais. Qui est cette notion de... En fait, le développement personnel où tu ne penses qu'à toi, tu peux finir par te tourner autour du nombril et de regarder et te perdre complètement, en fait, dans une quête qui devient hyper égoïste. Et la notion de développement altruiste, c'est mon développement passe par le développement des autres et le développement des autres contribue à mon développement. Donc, en fait, et c'est cette notion d'interdépendance. Et donc, s'il y a un livre que j'ai trouvé particulièrement éclairant, c'est un livre de Mathieu Ricard qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme et qui en fait montre comment on a été bercé par le capitalisme et par la façon dont on modélise l'économie où chacun va essayer de maximiser ses gains individuels. Il essaie en fait de réfléchir, de nous faire réfléchir, nous faire prendre conscience que ça c'est très occidental et que tu as dans l'histoire, y compris en Occident, énormément d'exemples d'altruisme et de désintéressement, je ne sais pas si ça se dit ça, mais d'une approche désintéressée pour l'autre et par l'autre qui montre qu'en fait c'est beaucoup moins rare et beaucoup moins non naturel et en fait assez naturel d'essayer de faire pour l'autre. Et en fait tu finis par une société qui est beaucoup plus belle où chacun est à sa place. Et en fait, c'est une approche pragmatique, parce que dit comme ça peut être, ah ouais, c'est des doux rêves encore, des trucs. Mais pas du tout, en fait. De manière hyper pragmatique, l'interdépendance et l'entraide est beaucoup plus efficace que chacun dans son couloir de nage à se tirer dans les pattes. Et ça, on le voit tous les jours dans ce collectif. Là. Si d'ailleurs ça parle à certains auditeurs, certaines auditrices, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et voir si vous voulez rejoindre, parce que ça vous parle, cette notion d'entraide. Et quand on regarde la société qui va franchement pas dans le bon sens, il y a un peu d'espoir quand on voit cette solidarité en action par ces micro-actions qu'on appelait le micro-altruisme, en référence à Mohamed Younous, qui est le président de Chance, qui a créé le microcrédit et qui s'est engagé toute la vie pour les autres, et en particulier les personnes en situation de vulnérabilité. Et ça, mon développement n'est pas en opposition avec le développement des autres, avec le fait d'avoir une société qui est plus belle. Bien au contraire, les deux se nourrissent. Merci beaucoup, Ludovic. C'était super intéressant. Merci à toi, Juliette, de ton invitation. Et bravo, du coup, pour toi, ton changement. En fait, ce que je raconte, il y a rien et personne de mieux que toi et ton parcours pour l'incarner. Donc, félicitations et ça fait plaisir. Et c'est pour des personnes comme toi et pour les changements et le sourire et l'amour pro qu'on sent dans ce podcast qu'on se lève le matin à chaque fois et que tout le monde se défonce tous les jours pour essayer d'aider les autres à trouver leur juste place. Merci beaucoup. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié cet échange et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les informations sur Chance et les références citées par Ludovic dans la description. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode, vous le savez, c'est important pour moi. Je vous souhaite un merveilleux week-end et vous dis à vendredi prochain.